Bonsoir. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani, arrêtés hier soir vers 21h, sont considérés comme les chefs historiques du mouvement terroriste Action Directe. Cette arrestation groupée, sans effusion de sang, est un succès pour la police tout entière et pas seulement pour les hommes de l'unité d'élite qui sont intervenus hier sur la commune de Vitry-aux-Loges, dans le département du Loiret. Le 22 février 1987 au matin, les habitants de Vitry-aux-Loges découvrent leur village en état de siège. Route barrée, gendarmes au coin de la rue et hélicoptères en survol, à commencer par celui d'Antenne 2, qui permet à la chaîne de tourner des images exclusives de la ferme où résidaient Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, bien connus du voisinage, sous les noms de Robert et Nadine. Bien, elle qui était bien, moi je connais qu'elle. Elle, comment s'appelait-elle? Nadine. Vous savez qu'en réalité, c'est Nathalie. Bah oui. Ben moi c'était Nadine. Elle a toujours été donnée pour le nom de Nadine. Et une fille charmante, très gentille, que j'aurais jamais cru ça d'elle. Elle venait chez nous, elle venait traire les vaches avec moi. Parce qu'il fallait que j'y monte à traire les vaches à la main. Et elle venait souvent traire les vaches. Hein. Elle voulait que j'y monte parce que comme elle avait des petites chèvres, elle dit quand ils auront leurs petits, que je sache traire mes chèvres. Et elle venait le soir pour traire mes vaches avec moi, que j'y montre. À Vitry-aux-Loges, l'épisode Action Directe fait partie de l'histoire locale. 30 ans après, dans les bars du village qu'il fréquentait parfois, personne n'a oublié. Ces gens-là, je les voyais, parce que j'allais à la pêche aussi à côté de chez eux, je les voyais tous les jours passer en vélo. On disait bonjour, tout ça. Ils aimaient bien boire un petit coup de temps en temps. Et surtout Nathalie Ménigon, ils aimaient bien boire un petit coup. Vous vous souvenez d'eux précisément, Rouillant et Ménigon? Plus Nathalie Ménigon, là, ouais, avec sa petite Peugeot, là. Elle était immatriculée en Belgique. Sa plaque a terminé par... moi qui étais gamin, je me rappelle, quoi. Ouais. La Peugeot, immatriculée en Belgique, c'est ce petit détail qui va mettre les enquêteurs sur la piste. À l'époque, la tête des 4 membres du groupe est affichée dans toutes les gendarmeries, mais ce ne sont pas les gendarmes locaux qui vont faire remonter l'information. C'est un policier qui est alerté par hasard par un ami habitant Vitry. Oui, il avait un ami qui avait repéré ces gens qui avaient une allure un peu bizarre. Alors, il avait repéré en particulier qu'ils avaient une voiture immatriculée en Belgique, bon, dans la région d'Orléans que vous connaissez. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures immatriculées en Belgique. Et puis, quand il a donné l'information, on a fait évidemment tout de suite, c'est l'IRG qui l'ont fait, une vérification de plaque. Il est apparu que c'était une voiture volée. Voilà. C'est vraiment, comme ça arrive de temps en temps, le hasard qui a fait que l'information est remontée aux renseignements généraux et qu'à ce moment-là, avec une ou deux planques, ils ont vu que c'était Action Directe. Je me souviens, comme je passais tous les jours devant pour aller au boulot, on voyait des personnes dans les fêtes des poteaux électriques, ou téléphoniques, je ne me souviens plus. Et en fin de compte, c'était la gendarmerie qui faisait style EDF, quoi. Après l'arrestation, la ferme du Gué-Giraud devient rapidement une attraction locale. Tous les curieux des environs veulent s'approcher. J'ai été chargé par monsieur le maire et ses adjoints de fermer le chemin. Là. Je vais installer une barrière parce qu'il y avait des curieux récupérer un bout de tuile. Et j'ai eu l'honneur, enfin si je peux rappeler l'honneur, de vider le congélateur avec un de mes collègues, Jean-Michel. Il y avait encore un pétard sur une chaise, sur une table, pardon. Ouais, enfin un petit pistolet, quoi, un pistolet qui était resté là. Surpris par l'arrivée du raid, les occupants n'ont pas eu le temps de faire le ménage. Ils ont laissé derrière eux les chantiers en cours, comme cette petite cellule, conçue pour un projet d'enlèvement, et des indices permettant de remonter jusqu'à l'autre planque du groupe, une maison louée en Touraine, à Villeloin-Coulanger. Ça faisait 3 mois qu'on ne les avait pas vus, qu'on n'avait rien entendu parler. Mon mari leur a écrit, on n'a pas eu de réponse. Hein. Alors là, c'est ma fille qui a décidé, mon mari, d'aller à la gendarmerie pour savoir ce qu'ils étaient devenus. On pensait déjà à un accident, on ne pensait pas à une chose pareille. Hein. On pensait qu'ils avaient attrapé un accident, qu'il était mort. Si ça se trouve, c'est une chose qui aurait pu arriver tous les deux. Hein. Comme on les a toujours vus tous les deux. Bon. Alors, c'est là que mon mari les a reconnus sur une photo à la gendarmerie. Les enquêteurs retracent ainsi le parcours d'Action Directe depuis les premiers faits d'armes.
Le groupe est lancé en 1979, à l'initiative de Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, rapidement rejoint par Joël Aubron et Georges Cipriani, qui constituent le noyau dur. Plusieurs dizaines de membres actifs et de sympathisants les accompagnent ensuite pour des séries d'attentats à l'explosif qui visent au départ des banques et des ministères. On est alors dans les années de plomb. Des armes, des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Bonjour à tous. Le groupe terroriste d'extrême gauche Action Directe a donc basculé dans la violence en assassinant hier soir, de 8 balles de 11,43, le directeur des Affaires internationales au ministère de la Défense. Avec l'assassinat de ce militaire, le général Audran, Action Directe passe à un autre type d'attentat, plus ciblé. L'opération est renouvelée le 17 novembre 1986 avec l'assassinat d'un grand patron, Georges Besse. 20h25, Georges Besse, 58 ans, PDG de Renault, rentre chez lui au 16 boulevard Edgar Quinet. Selon des témoignages concordants, au moins 2 femmes et peut-être un jeune homme s'approchent de lui. Premier coup de feu, Georges Besse s'écroule, une des femmes se penche sur le corps, seconde détonation. Le PDG de Renault est tué, atteint à la poitrine et à la tête. Les meurtres du général Audran et de Georges Besse s'inscrivent dans une période particulièrement violente pour la France. Régulièrement, des bombes explosent dans Paris et des Français sont pris en otage au Liban. Des actions revendiquées par des groupes révolutionnaires libanais que les enquêteurs savent soutenus par l'Iran. Ils savent aussi que les groupes français comme Action Directe ont parfois besoin de soutien logistique. Dans ce marché de la criminalité, c'est une criminalité politique, mais c'est une criminalité tout de même, il peut y avoir des accords qui se passent. Il peut y avoir de la sous-traitance. Ces gens-là se connaissent, ils peuvent se rencontrer, en particulier en Europe de l'Est, où là, ils ont évidemment toute facilité de circulation et de communication. Donc, on s'est souvent posé la question de savoir si telle ou telle action ne pouvait pas être commanditée par. Oui. Et à ce point de vue-là, l'Iran ne s'est jamais privé de commanditer des actions. Et l'Iran, à cette époque, mène une guerre secrète contre la France par l'intermédiaire de groupes armés. La cause du conflit réside dans un accord de coopération nucléaire signé dans les années 70. Le point de départ, c'est l'accord qui est passé entre le président Giscard d'Estaing et le Shah d'Iran pour la fourniture à l'Iran d'un certain nombre de centrales nucléaires et également pour la fourniture à l'Iran d'uranium enrichi. Avec l'uranium enrichi, on peut fabriquer des bombes atomiques. L'idée ne pose pas de problème à la France tant que l'Iran est dirigé par un de ses alliés, mais la situation change en 1979 avec l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Plus question alors de fournir la bombe à un pays qui échappe au contrôle des Occidentaux. L'Iran tente d'abord de faire valoir ses droits par la voie légale, puis de manière plus brutale en soutenant des groupes qui s'attaquent aux intérêts français. Dans ce conflit, René Audran, qui a organisé le soutien militaire à l'Irak, est une cible symbolique, tout comme Georges Besse, qui fut le fondateur d'Eurodif, la société créée par la France et l'Iran pour l'enrichissement d'uranium. L'usine construite dans la Drôme va d'ailleurs porter son nom après son décès. Le problème est de savoir pourquoi ils ont choisi Audran et Besse. Donc la seule chose qui relie Audran à Besse, c'est cette affaire d'Eurodif. Le cas de Georges Besse, oui, il pose problème. Parce que comme Georges Besse est un des pères du programme nucléaire français, on peut y voir aussi la main de l'Iran. Ça, c'est pas une hypothèse d'école. C'est une hypothèse qui est crédible. Action Directe a pu effectivement être à un moment commandité pour mener cette action. Parce qu'au départ, ce n'était pas dans la logique d'Action Directe de s'occuper de l'affaire d'Eurodif. Enfin, du moins, je n'ai pas le sentiment. Donc, il est possible qu'ils aient pu être commandités de par les liens qu'ils avaient à ce moment-là sur
sur le Liban, c'est possible. Et qu'ils étaient porteurs d'une mission en échange de quelque chose, de l'argent, des moyens. Action directe commanditée ou manipulée, une thèse qui remet en cause l'image d'un groupe se battant uniquement pour un idéal révolutionnaire, mais qui ne convainc pas ceux qui les ont côtoyés, comme leur avocat, Jean-Louis Chalancet. Peu importe de savoir qui a fait quoi et qui, puisqu'ils assument la responsabilité politique en tant qu'organisation révolutionnaire, comme chacune des organisations. Donc, si vous voulez, l'instigateur en lui-même, je ne pense pas qu'il y ait un instigateur différent d'eux-mêmes. Enfin, je ne pense pas que ce soit des mercenaires, puisque bon, ils ne font pas ça pour l'argent. Donc, ce n'est pas des mercenaires, ils n'ont pas été utilisés par un pays pour commettre des actions. On sait très bien que Audran a servi aux ventes d'armes en Irak, de la part de la France. Mais je ne pense pas, si vous voulez, qu'Action Directe ait été manipulée par l'Iran par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, hein, c'est des thèses, qu'on m'indique souvent qu'il y a des nouveaux faits, mais il n'y a pas de faits, il n'y a pas d'éléments sur ce plan. Lors de leur procès, les membres d'Action Directe ont refusé de commenter leurs gestes et le choix de leur cible. Décédé en 2008, Joël Aubron n'a pas livré d'explications et ses compagnons de lutte Georges Cipriani et Nathalie Ménigon semblent trop affaiblis par les années de détention pour s'exprimer. Jean-Marc Rouillant, lui, en liberté conditionnelle, a l'interdiction de parler des faits pour lesquels il a été condamné, mais cette mesure prendra fin en 2018. À ce moment-là, il pourrait livrer sa vérité. En attendant, il reste une vérité historique. Après la série d'attentats des années 80, et au moment de la libération des otages du Liban, la France et l'Iran ont trouvé un accord financier au sujet de Rodif. L'affaire de Rodif a servi à masquer la rançon. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, on ne m'a jamais fait un procès. Hein. Moi, j'ai vu le document. Alors, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Le document, je l'ai eu entre les mains. Je peux vous dire que 10% de la dette de Rodif a servi à payer les otages. Point. C'est comme ça. Après, ça a été masqué avec des montages, tout ce que vous voulez, mais dans la négociation, c'était la dette de Rodif était augmentée de la valeur des otages. C'est-à-dire, vous avez exactement le chiffre de la dette de Rodif, plus 10%. Outre le règlement financier, l'accord a aussi permis à l'Iran de récupérer une partie de l'uranium enrichi produit à l'usine Georges Best de la Drôme. Symbole de l'apaisement des relations entre les deux pays, à la fin des années 90, lors d'une visite diplomatique à Paris, le président iranien était allé déposer des fleurs sur une tombe. Pas celle de Georges Best, mais celle des pionniers du nucléaire, Pierre et Marie Curie.